Vous êtes sur Al24 News, il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite les titres de votre journal. Téhéran multiplie les consultations avec ses voisins pour tenter de sortir de la crise. Le ministre pakistanais de l'Intérieur évoque des progrès significatifs après ses échanges avec les responsables iraniens. Abbas al-Archi reçoit de son côté également le chef de la diplomatie omanaise. La pression monte également sur le front économique. Washington prépare désormais de nouvelles sanctions contre Téhéran. Une stratégie qui pourrait lourdement impacter l'économie iranienne. Mais dans le pays, ces nouvelles mesures annoncées ne font que renforcer la résilience de la population. Vous le verrez dans cette édition. En Afrique, l'Algérie veut agir en amont face aux crises. Elle défend un système continental plus efficace pour détecter les menaces, anticiper les conflits et permettre une réponse rapide. Alors que la situation demeure complexe au sein de l'enclave espagnole de Ceuta, Madrid coordonne activement les procédures logistiques et administratives afin de formaliser les rapatriements dans les plus brefs délais. Face à ces tensions, la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, a fermement réaffirmé la souveraineté de l'Espagne sur les villes autonomes de Ceuta et Melilla. Et enfin, dans notre dossier russo-ukrainien, Moscou revendique une nouvelle avancée à Donetsk et annonce vouloir prendre temporairement le contrôle d'infrastructures stratégiques menacées par les attaques à répétition de drones ukrainiens. Voilà pour les titres. À présent, le développement de cette actualité avec Gaza en ouverture où le bilan des victimes continue de s'alourdir malgré la trêve en cours selon les autorités sanitaires palestiniennes. 73 431 Palestiniens ont perdu la vie et plus de 174 000 autres ont été blessés depuis le début de l'agression génocidaire sioniste. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre dernier, 1296 Palestiniens ont encore été assassinés et 4296 autres blessés. Et au cours des dernières 24 heures, 9 nouvelles victimes ont été recensées dans les hôpitaux de la bande de Gaza. 6 personnes récemment décédées, 2 autres ayant succombé à leurs blessures ainsi qu'un corps extrait des décombres. Parmi les martyrs recensés, un enfant de 4 ans. Il a été assassiné lundi dans une frappe aérienne qui a touché un bâtiment du camp de réfugiés de Boraïd dans le centre de Gaza. Des habitants affirment avoir reçu un ordre d'évacuation juste avant la frappe. Une famille n'a toutefois pas pu quitter les lieux faute de temps. La mère et la sœur de l'enfant ont été blessées selon l'hôpital El Aouda. L'ordre d'évacuation est arrivé et nous sommes tous sortis. Personne ne savait où ils allaient frapper. Nous avons été sous le choc 15 minutes après l'appel, quand tout le quartier a été bombardé. Comme vous pouvez le voir, environ 7 ou 8 maisons ont été rasées. Voici la mienne. En un instant, en moins d'une seconde, tous nos rêves, nos souvenirs et tout le dur labeur accompli au fil des années ont été anéantis par un missile israélien. Il n'a pas détruit les bâtiments, il a détruit nos rêves et nos souvenirs. Et les destructions s'étendent jusque dans les lieux cultes qui ne sont pas épargnés par les frappes au lever du jour. Des habitants de Gaza se sont rassemblés autour des ruines encore fumantes d'une mosquée de l'enclave palestinienne. Le minaret effondré et les murs éventrés témoignent de la violence de la frappe aérienne survenue la veille. Dans la poussière et au milieu des débris de béton, des hommes inspectent les lieux et tentent de récupérer quelques exemplaires du Saint-Coran sous les gravats.
Depuis le début de cette guerre sanglante, ils bombardent les mosquées, en particulier les mosquées historiques, et tout ce qui a une valeur historique dans cette chère bande de Gaza. Louange à Dieu en tout cas. Que pouvons-nous faire? Nous ne pouvons que dire Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Cette mosquée est là depuis notre naissance. J'ai aujourd'hui environ 48 ans et je l'ai toujours vue telle qu'elle. L'occupation frappe à l'aveuglette. Que frappe-t-il? Ils frappent, ils prétendent. Regardez ce que l'occupation frappe. Regardez, regardez. Ils disent qu'ils bombardent le livre de notre Seigneur, qu'ils bombardent nos mosquées où nous prions. Des scènes que les journalistes présents à Gaza s'efforcent justement de documenter. Au plus près des événements, certains ont payé de leur vie pour ce devoir d'informer. Parmi eux, Mariam Maboudaqa, journaliste palestinienne. Il y a un an, elle était directement prise pour cible par les forces sionistes alors qu'elle se trouvait dans un hôpital. Elle avait tout juste 33 ans. Documenter le génocide au risque de sa propre vie, c'est le destin de Mariam Maboudaqa. Maria Chouilleur revient sur ce funeste 25 août 2025. C'est ici, à l'hôpital Nasser de Khan Younes, que Mariam Maboudaqa a perdu la vie il y a tout juste un an. Le 25 août 2025, cet établissement, l'un des rares hôpitaux encore fonctionnels de Gaza, est ciblé par une première frappe sioniste. Quelques instants plus tard, une seconde frappe vise les personnes accourues sur les lieux, parmi elles des journalistes et des secouristes. Le 25 août 2025, Mariam se trouve donc à l'hôpital Nasser. Âgée de 33 ans, elle perd aussitôt la vie. Journaliste visuelle, elle fournissait des images à plusieurs médias et agences de presse internationales. Depuis Gaza, elle documentait au quotidien une population confrontée à des conditions de vie extrêmes. Son objectif, capter les familles déplacées, les files autour des camions d'aide humanitaire, les funérailles, mais aussi le travail des médecins, au chevet d'enfants blessés ou souffrant de malnutrition. Des images qui racontaient le génocide à travers ceux qui le subissaient. Derrière la caméra, Mariam était aussi une mère. À ce jour, personne n'a été tenu responsable. 12 mois après sa mort, ces images, elles, continuent de circuler. Et sa famille continue de réclamer ce qui, un an plus tard, lui fait toujours défaut. Des réponses et que justice soit faite. Les Nations Unies alertent de leur côté sur les conditions qui entravent l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a indiqué que 3 entrepôts de l'organisation à Dar el-Balah avaient été endommagés dimanche lors d'une frappe aérienne dont l'un lourdement touché. L'ONU appelle à garantir un accès humanitaire durable et sans entrave à Gaza, à maintenir le financement des services essentiels et à réduire la présence des forces sionistes dans l'enclave palestinienne. Dimanche, 3 entrepôts des Nations Unies à Deir el-Balah ont été endommagés par une frappe aérienne. Nous l'avons répété à maintes reprises, les civils et les infrastructures civiles, y compris les installations humanitaires, ne doivent jamais être pris pour cible et doivent être protégés. Nous continuerons d'appeler à un accès humanitaire durable et sans entrave dans la bande de Gaza, notamment pour le carburant, au maintien du financement des services de nutrition, de santé, d'eau et d'assainissement et à l'ouverture des marchés commerciaux afin que les enfants et les familles puissent obtenir la nourriture et les services essentiels dont ils ont besoin pour éviter une nouvelle détérioration de la situation. Sur le vieux continent, la mobilisation ne faiblit pas, elle gagne les rues de Berlin. Pendant 2 jours, des Berlinois ont battu le pavé pour dénoncer les aides actionnistes à Gaza. Ils appellent le gouvernement allemand à prendre des mesures plus fermes pour garantir un véritable cessez-le-feu. Les manifestants ont également dénoncé la multiplication des violences et des attaques de colons sionistes en Cisjordanie occupée. Nous voulons et devons absolument y mettre fin. Le plus honteux, c'est que notre pays, malheureusement instrumentalisé par nos politiciens, soutient l'armement d'Israël au lieu d'y mettre fin. Et les États-Unis soutiennent ce conflit, ce génocide.
Direction maintenant l'Iran, où les efforts diplomatiques se multiplient pour tenter de mettre fin aux hostilités. À Téhéran, Islamabad se veut porteur d'une avancée. Le Pakistan et l'Iran font état de progrès significatifs dans leurs discussions consacrées à la guerre américano-sioniste contre l'Iran et aux moyens de parvenir à une issue pacifique. À l'issue de sa visite à Téhéran, le ministre pakistanais de l'Intérieur a indiqué que les échanges avaient notamment porté sur la prévention d'une nouvelle escalade, la réouverture du détroit d'Ormuz et une résolution rapide du conflit. Le président iranien a partagé en toute franchise le point de vue de son gouvernement et nous avons eu un échange très constructif sur les questions en jeu. C'est encore à Téhéran que se poursuit aujourd'hui un autre volet de cette diplomatie et des tractations. Le ministre omanais des Affaires étrangères, Saïd Badr Abou Saadi, a été reçu mardi par son homologue iranien Abbas Araghchi. Au cœur de leurs échanges, le détroit d'Ormuz, dont le trafic reste fortement perturbé depuis le début de la guerre. Avant le conflit, cette voie maritime assurait le passage d'environ 1/5 de la consommation mondiale de pétrole. Lundi, seuls 2 pétroliers l'ont traversé selon les données maritimes. Le Qatar appelle lui aussi à privilégier la voie diplomatique. Les sanctions américaines contre l'Iran sont unilatérales, a déclaré mardi le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères. Lors d'un point de presse à Doha, Majed Al-Ansari a réaffirmé que la recherche d'une solution diplomatique restait une priorité pour son pays. Il a appelé toutes les parties à s'engager de bonne foi dans les efforts de médiation menés par le Qatar, le Pakistan et d'autres acteurs régionaux. Ce sont des sanctions unilatérales, ce ne sont pas des sanctions de l'ONU, ce ne sont pas des sanctions multilatérales. Et il convient donc d'interroger ceux qui ont décidé de les imposer. Pour nous, la priorité a toujours été de parvenir à une solution diplomatique par le dialogue. Nous exhortons les parties à s'engager pleinement dans les pourparlers et la médiation menée par le Qatar, le Pakistan et les acteurs régionaux, car nous estimons que c'est la seule issue à cette crise. Nous encourageons une fois encore toutes les parties à s'engager de bonne foi. Doha plaide désormais pour le rétablissement de la navigation dans le détroit d'Ormuz et la reprise des exportations. Comme vous le savez, l'État du Qatar et les pays de la région en général n'ont cessé dès le premier jour de mettre en garde contre les répercussions économiques de cette guerre. Que les sanctions soient en vigueur ou non, qu'il y en ait de nouvelles ou que la situation reste inchangée, ce qui importe à l'État du Qatar, c'est le rétablissement de la navigation normale dans le détroit d'Ormuz, la reprise des exportations, la garantie de la sécurité énergétique et alimentaire mondiale, ainsi que la sécurité des chaînes d'approvisionnement. Cela requiert bien entendu une solution diplomatique qui aboutisse à un résultat positif pour la région et pour tous ces peuples, y compris bien sûr le peuple iranien. À la pression diplomatique s'ajoute désormais la pression économique. Washington prépare en effet de nouvelles sanctions contre Téhéran, les plus sévères de l'histoire selon le secrétaire d'État américain au Trésor, des mesures qui menacent de peser lourdement sur l'économie iranienne, mais dont l'impact est relativisé à l'intérieur du pays. Comment ces sanctions, si elles venaient d'être appliquées par les États-Unis, sont-elles perçues par la rue iranienne? Élément de réponse avec Sohila Akilal. Les dernières menaces de Donald Trump ne semblent pas étonner outre mesure les Iraniens, encore moins les terrifier. Ces derniers semblent s'être habitués aux sorties souvent qualifiées de théâtrales et aux déclarations sensationnelles du président américain. Lundi 24 août, l'administration Trump a sommé les pays de couper leurs liens commerciaux avec l'Iran sous peine de sanctions secondaires. Pour les Iraniens, ce n'est qu'une vaine tentative du locataire de la Maison-Blanche de créer le chaos. Des sanctions qui n'auraient, selon eux, aucun impact sur l'Iran. Quelqu'un comme Trump qui parle à tout bout de champ, à mon avis, son objectif principal est de créer le chaos et de semer la peur et le désespoir au sein de notre société. Mais il ne peut y parvenir sur le plan économique. L'escalade du conflit nous nuit et met à rude épreuve notre économie, exerçant des pressions discrètes, maintenant les menaces et imposant des sanctions aux flottes maritimes des pays de la région.
Après presque 6 mois du début de la guerre contre l'Iran, le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a annoncé ce qu'il a appelé un étranglement économique sur l'Iran et a averti que les pays ne participant pas à la campagne de pression de Washington pourraient en subir les conséquences. Téhéran rejette bien évidemment ces mesures et promet de cibler les pays soutenant l'action américaine. Pour le peuple iranien, ce nouveau train de sanctions n'est qu'une preuve de plus de la défaite américaine. Nous avons surmonté toutes les difficultés et tous les problèmes et nous atteignons le sommet. Si nos responsables gèrent correctement, je ne pense pas que cela aura un impact significatif sur nos plans. Si nous n'attaquons pas, nous serons attaqués. Il vaut mieux prendre l'initiative. Cette large asphyxie économique annoncée par les États-Unis intervient alors que les négociations sont au poids mort et qu'aucune solution diplomatique ne semble se profiler. Pour rappel, l'Iran vit depuis des décennies sous le joug des sanctions américaines et internationales, sans pour autant dissuader ses dirigeants ni son peuple. Sur le continent africain, la prévention des crises s'impose comme un enjeu majeur pour l'Union africaine. L'Algérie plaide pour un système continental plus efficace d'anticipation et de prévention des crises. Président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour le mois d'août, l'ambassadeur Mohamed Khaled a présenté 4 mécanismes pour mieux anticiper les menaces et les conflits. Parmi eux, l'évaluation des risques et la cartographie des menaces, le modèle d'activation de la réponse, le système d'alerte précoce pour la gouvernance et une matrice analytique des accords de paix en Afrique. L'ambition est de passer d'une approche réactive à une démarche proactive et préventive afin d'identifier les menaces et d'intervenir avant qu'elles ne dégénèrent en crise. Une démarche qui repose également sur une meilleure coordination des structures africaines. L'Algérie a salué les efforts de la commission du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme et d'Afripol engagée dans le renforcement de la diplomatie préventive. Les échanges ont notamment porté sur le lien entre alerte précoce et réponse rapide, ainsi que sur la création d'un outil continental d'évaluation des menaces et de cartographie des risques, un dispositif fondé sur 9 grandes catégories de menaces pour mieux identifier les risques et permettre une réaction plus rapide. Je vous le disais, un titre à Ceuta, porte d'entrée de l'Espagne sur le continent africain. L'urgence migratoire reste entière. Madrid prépare le rapatriement des personnes encore présentes dans l'enclave. Le ministre espagnol de la politique territoriale, Ángel Víctor Torres, a déclaré mardi que la priorité du gouvernement est de rapatrier les adultes et les mineurs dans le respect des principes humanitaires. Entre 5 000 et 8 000 personnes se trouvent encore à Ceuta après le passage d'au moins 72 000 personnes depuis le Maroc le 30 juillet. Madrid assure ne pas avoir anticipé l'ampleur de cette arrivée. La ministre de la Défense, Margarita Robles, a réaffirmé que Ceuta et Melilla sont des territoires espagnols tout en présentant ses excuses aux habitants qui disent s'être sentis abandonnés. Que personne n'en doute, Ceuta et Melilla sont espagnols. Je l'ai dit, elles ne sont pas simplement espagnoles, elles sont profondément espagnoles. Ceuta et Melilla représentent ce que l'Espagne a de meilleur, un exemple de respect, de tolérance et de coexistence interreligieuse. Et nous ne permettrons pas que ces valeurs de coexistence et de tolérance soient menacées ou remises en question sous quelque angle que ce soit. De convivencia y tolerancia se pongan en peligro o discusión desde ninguna perspectiva. Au Soudan du Sud, une patrouille de l'ONU a été prise pour cible. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud, la MINUS, condamne fermement l'attaque menée lundi par des hommes armés contre l'une de ces patrouilles. Le bilan fait état de 2 casques bleus tués et de 7 blessés, parmi lesquels 3 autres casques bleus, 2 policiers sud-soudanais et des membres du personnel civil. La mission onusienne rappelle que les attaques contre ces personnels peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international humanitaire. Direction maintenant l'Ukraine où les combats se poursuivent sur le front Est. La Russie revendique une nouvelle avancée dans la région du Donetsk. Le ministère russe de la Défense affirme ce mardi que des unités du groupement de forces centres ont pris le contrôle de la localité d'Anovka.
Dans l'est de l'Ukraine, Moscou affirme également que sa défense aérienne a intercepté 8 bombes guidées et 5 roquettes HIMARS de fabrication américaine et avoir détruit 460 drones. Selon le ministère russe de la Défense, des frappes ont par ailleurs visé un complexe militaro-industriel, des centres logistiques ainsi que des infrastructures de transport, portuaires, énergétiques et de carburant utilisées par les forces ukrainiennes. Le président russe Vladimir Poutine a signé ce lundi un décret autorisant le gouvernement à prendre temporairement le contrôle des infrastructures critiques si leurs propriétaires ne parviennent pas à les protéger contre les attaques de drones ou à les remettre en état. Le décret s'applique aux infrastructures énergétiques et de carburant, industrielles, de communication, de transport, de logistique et autres installations, ainsi que des entrepôts des géants du commerce électronique Wildberries et Ozone. Nous sommes confrontés à une menace manifeste d'attaques de drones visant des installations et des infrastructures critiques, notamment des sites essentiels à l'économie et au secteur social de notre pays. Bien souvent, les chefs d'entreprise n'accordent pas suffisamment d'attention aux mesures à prendre pour assurer la sécurité, notamment la protection contre les drones. Par conséquent, nous devons prendre des mesures, nous devons assurer notre propre sécurité. Et face à cette poursuite des combats, Pékin appelle à ne pas renoncer à la voie diplomatique. Le représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies, Fu Zong, a réaffirmé lundi que le dialogue et la négociation constituaient la seule voie viable pour résoudre la crise ukrainienne. Il appelle la communauté internationale à donner un nouvel élan aux pourparlers de paix et à créer les conditions d'un règlement politique rapide. Le dialogue et la négociation sont la seule voie viable pour sortir de la crise ukrainienne. Actuellement, les efforts de dialogue sont au point mort en raison de profondes divergences entre les principaux acteurs. La Chine appelle toutes les parties concernées à continuer de faire preuve de volonté politique, à s'efforcer d'entamer et de maintenir des pourparlers, à construire progressivement un consensus et à œuvrer en faveur d'un accord de paix global, durable et contraignant. Les dernières décisions de Donald Trump ne passent pas inaperçues à Ottawa. Le gouvernement canadien se montre désormais beaucoup moins conciliant face aux nouvelles exigences américaines. Au Québec, le premier ministre Mark Carney a rejeté l'idée que son pays puisse être considéré comme une filiale des États-Unis ou être désavantagé dans ses échanges avec son voisin. Les droits de douane américains de 50% sur 20 milliards de dollars de marchandises canadiennes sont entrés en vigueur samedi, après l'échec des négociations commerciales entre les deux pays. Lorsque les Américains se présenteront à la table des négociations avec une attitude constructive envers nos industries et dans un esprit de véritable partenariat, nous y serons bien entendu. Soyons clairs, il existe un accord entre nos pays et le Mexique qui fonctionne. Il peut être amélioré. En revanche, nous n'accepterons pas une attitude qui, à la table des négociations, considère le Canada comme une filiale des États-Unis, désavantage l'industrie canadienne par rapport à l'industrie américaine et impose des conditions qui, à terme, la condamneront à des difficultés constantes. Le gouverneur de Sinaloa peut-il reprendre ses fonctions à Mexico? La présidente mexicaine émet de sérieuses réserves. Claudia Sheinbaum estime qu'un retour aux affaires serait imprudent et inapproprié pour Rubén Rocha Moya alors qu'il fait l'objet d'une enquête nationale sur fond de soupçons de trafic de drogue aux États-Unis. La chef de l'État a toutefois rejeté une demande d'extradition américaine jugeant les éléments de preuve insuffisants. Rubén Rocha Moya rejette les accusations et dénonce de son côté une cabale politique. Il convient de rappeler que conformément au principe de réciprocité qui régit les relations bilatérales,
aucune procédure ne peut être valablement engagée en l'absence de preuves matérielles tangibles. L'ouverture de l'action publique est conditionnée par la production préalable d'éléments de preuve à charge. Une fois ces pièces officiellement soumises, il appartient souverainement au département de la justice d'évaluer leur recevabilité et de déterminer l'opportunité de donner suite à la procédure. Dès lors, la même exigence de rigueur probatoire doit s'appliquer de manière symétrique à la situation présente. Et en Asie, ce sont les intempéries qui dictent leurs lois. Le typhon Nara a déplacé plus de 4300 familles dans le nord du Vietnam et fait au moins un mort. Routes, écoles et bâtiments administratifs ont été fortement endommagés. Les coupures de courant ont privé d'électricité près de 55 000 foyers. Plus de 10 000 hectares de rizières et de cultures ont également été détruits selon les autorités. Người dân cần chủ động để đảm bảo an toàn cho chính mình. Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ và công điện. Après le Vietnam, le typhon a laissé des traces en Chine où les pluies ont provoqué d'importantes inondations. Le typhon Nara a atteint le sud de la Chine lundi sans toucher directement terre, mais les précipitations ont submergé plusieurs secteurs du Guangxi. Selon la télévision publique CCTV, environ 54 000 personnes ont été relogées, dont plus de 8 000 dans des abris d'urgence. De nouvelles fortes pluies sont annoncées dans le Guangxi et les provinces voisines. Et c'est ainsi qu'on arrive à la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Très belle soirée sur L24.